Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette session estivale de 28 minutes. Alors la production diffuse une odeur de Monnoye sur le plateau, pour nous c'est un dépaysement, mais ça ne nous empêchera pas de nous intéresser à l'actualité du jour qui concerne les réseaux sociaux. Accusés d'amplifier les violences qui ont embrasé la France pendant 5 jours, Snapchat, TikTok et les autres sont désormais dans le viseur de certains responsables politiques. Le rôle des réseaux sociaux, enfin quand même, quand est-ce qu'on va s'y pencher sur le dos de ceux-là qui en ce moment gagnent de l'argent à faire du buzz sur des scènes de pillage, on les coupe quand c'est chaud dans le pays. Je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations. Alors est-il possible de modérer véritablement les réseaux sociaux, voire même, comme le préconisent certains, de les fermer en cas de heurts? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui ont décidé de passer l'été sous le soleil des chroniques, à savoir Victor Dequiver et Marie Bonisseau. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors au programme ce soir, Victor. Et ce soir, j'ai découvert un nouveau sport, Jean-Mathieu. Au Nicaragua, des hommes se battent à coups de pénis de taureau. Dites-moi, vaste programme. Et vous, Marie? Moi, je vais vous faire une chronique anti-touriste. Il paraît que toutes les plages paradisiaques du monde se ressemblent. La preuve avec une belle arnaque aux Philippines. Voilà, c'est varié et chamarré et on vous retrouve en fin d'émission. Car avant ça, nous allons faire un petit voyage entre Varsovie et Paris. Alors en avion, c'est rapide, hein. En voiture, un peu plus long, mais à la rame. C'est combien de temps? Eh bien, 49 jours exactement pour relier les deux capitales. Christophe Gruau s'est lancé ce défi de relier la Pologne à la France via les cours d'eau européens pour alerter sur la pollution du vieux continent. C'est notre premier invité. Voilà, vous avez le programme. C'est 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir Christophe Gruau. Bonsoir. Alors je vous présente l'équipe de 28 minutes. Sonia Chironi, bonsoir. Bonsoir. Guillaume Roquette, également bonsoir. Alors Christophe Gruau, je le disais, donc vous avez parcouru plus de 2000 km sur les cours d'eau européens entre Varsovie et Paris. Et vous dites que vous avez rencontré durant cette aventure différentes choses tout de même sur les cours d'eau européens. J'ai noté un frigo, des extincteurs, des roues de tracteurs. Quel est l'objet le plus original que vous avez croisé ? C'est surtout que rien n'est à sa place, c'est ça le problème. Après ça, le plus original, ce qui est embêtant, je dirais, c'est les roues de tracteur, parce que c'est quand même très très long à se dégrader, entre autres. Ouais. J'imagine dangereux aussi pour vous. Non, parce que moi j'ai un bateau qui me permet justement de voir vers l'avant. Donc je vois le danger, donc évidemment j'évite. Voilà. Ceci dit, un frigidaire, ça flotte qu'à moitié, ça fait vite un trou dans un bateau. J'imagine, en effet. Allez Christophe Gruau, on va faire connaissance avec vous, on va regarder votre portrait. C'est votre règle de 3 et elle est signée Olivier Boucreux. Voyageurs, Sahara et eau, c'est la règle de 3 de Christophe Gruau. Dans la famille Gruau, chaque génération a son voyageur. Né il y a 59 ans dans le 92, originaire du sud-ouest, après un bac technique construction mécanique, Christophe Gruau travaille un temps dans l'audiovisuel, mais la vie de bureau, très peu pour lui. Un arrière-grand-oncle inspecteur de la garde indigène en Indochine, un grand-père qui a fait le tour du monde en 1934 et un père capitaine au long cours dans la marine marchande. Influencé par les anecdotes de ses aînés, il quitte la France en 1998 pour devenir nomade. Tahiti, l'Amazonie, Madagascar ou encore l'Australie, où il loue un petit hélicoptère, l'immensité du pays vu du ciel lui donne des idées, et pourquoi pas le Sahara en ULM. Le désert, son grand-père aventurier y était déjà allé avec sa femme en 1938. C'est vrai que vu du ciel, combien de fois j'ai pensé à lui en me disant qu'il aurait voulu justement aussi être là. Christophe Gruau, lui, survolera une dizaine de pays et paradoxalement beaucoup d'eau sur plus de 28 000 km, une main sur le volant, l'autre sur son appareil photo. Il racontera pour la première fois son aventure dans un livre-album, Sahara, entre ciel et sable. Pendant et après cette expédition, il rencontre d'autres aventuriers français et finit par se demander s'il n'en est pas un lui-même. Il veut être le premier homme à traverser un continent à la rame. Son idée est de partir de Moscou, mais la guerre en Ukraine l'en empêche. Ce sera Varsovie-Paris, 2000 km, dont il est revenu le 18 juin dernier. Entre 40 et 50 000 km par jour, environ 8 km/h, celui qui ne boit que de l'eau a navigué à bord de la Protoyole, confectionnée avec un architecte naval. Son voyage a pris des airs de mission pour évaluer le taux de pollution de l'eau douce. 5 scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle ont analysé ces prélèvements. Le but du jeu, c'est de pouvoir justement montrer que ce qui est beau est fragile, et ce qui est fragile, il faut y faire attention. Partout où il est allé, Christophe Gruau a eu besoin d'eau. Ce n'est pas pour rien si son sport de prédilection, c'est l'apnée. Il habite aujourd'hui dans le Cher, à Jouet-sur-le-Bois, un village avec un fleuve, un canal et 2 rivières. Voilà Christophe Gruau, donc Olivier Boucreux en parlait. Vous avez donc relié Varsovie à Paris à la rame via les cours d'eau européens, 2000 km, 49 jours. Un mot tout de même sur ce bateau
protoïol. Vous avez dit tout à l'heure, je peux regarder vers l'avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste ce que c'est? Oui, en fait, c'est sur une base de yole de mer. Donc, c'est un bateau qui fait 6 mètres de longueur, 60 cm d'envergure au niveau de la coque. Après ça, j'ai des rames, je fais donc 6 mètres de large. Et c'est un système qui permet donc de ramer comme de l'aviron classique, sauf que lorsque vous ramez habituellement, vous allez dans cette direction-là. Donc, c'est difficile de voir où on va. Alors, c'est très bien pour la compétition, il faut être très léger, tout ça. Là, je suis dans le domaine du loisir. Donc, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus lourd. Mais le fait de ramer avec le même geste me permet justement d'aller vers l'avant. Donc, ça a plein d'avantages pour le plaisir, en tout cas. C'est compliqué de naviguer sur des fleuves avec un aussi petit bateau. Par exemple, vous passez les écluses. Alors, ouais, ça c'est pas le plus gros problème. En fait, dans le parcours, donc il y a 22 cours d'eau. C'est parcours d'eau douce continue, c'est-à-dire qu'entre Varsovie et Paris, je reste toujours sur l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où je vais porter le bateau pour passer de montagne. Là, on va dire le moment le plus difficile, c'est en effet le passage du Rhin, parce que sur le passage du Rhin, donc j'ai fait 100 km, il y a des bateaux, des convois qui font 25 000 tonnes. Donc là, ça génère des grosses vagues. Et comme en plus il y a du courant, les vagues du courant plus les vagues des bateaux, ça fait un peu un chaudron. Voilà, c'est assez compliqué. Mais après ça se gère parce que justement, je le vois et je le gère de face. Ça, c'est important. Avec un système classique, je ne l'aurais pas tenté, Ouais. c'est évident. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre voyage, c'est à propos de la qualité de l'eau, justement. Parce que vous dites, en effet, quand vous partez de Pologne, vous êtes assez surpris par la qualité même de la biodiversité qu'il peut y avoir sur les berges. Ouais. Même chose quand vous êtes en Allemagne, même chose en Hollande. Et alors, arriver en Belgique et ensuite la France, là, vous dites, c'est pas possible. C'est très choquant, en fait. Parce que moi, je suis parti comme tout le monde en me disant, j'étais avant sur le base et en effet, je voyais du plastique régulièrement. Je me suis dit, tous les cours d'eau doivent être pollués comme ça. J'arrive en Pologne et en effet, je cherche pendant des centaines de kilomètres du plastique. Donc, je rame et je me dis, mais non, en fait, c'est quoi? C'est une idée de l'esprit. C'est peut-être parce que je suis français et que je pense comme ça. Et voilà. Peut-être la faute des médias, je ne sais pas. Et non, et c'est pas cette fois-ci. Et donc, en effet, arrivé en Allemagne, pareil, toujours pas de plastique. Et comme je rencontre les enfants dans les écoles francophones, puisqu'en même temps, il y a un partage, il y a un programme scientifique qui a été aussi fait avec les enfants, ça me permet de communiquer avec eux et de leur dire, vous savez, honnêtement, pour l'instant, moi, le plastique, je ne le vois pas. Voilà. Je continue et j'arrive à Maastricht, qui est à la frontière donc, entre la Hollande et la Belgique. Maastricht donc, est en Hollande. Et là, je vois poissons morts. Alors bon, j'en vois quelques-uns de temps en temps, mais là, je commence à en voir quand même pas mal, et du plastique. Alors là, je passe la frontière, et alors là, je passe de plastique à plastique entre chaque bief, sur chaque bief. Et donc là, je commence à être surpris. Et plus j'avance, et c'est pas mieux, en fait. Ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que, nous sommes Belges, Français plus sales que les autres? Alors, ça, c'est possible. En fait, c'est simple. Regardez l'état des rues. Là, j'ai pris le taxi tout à l'heure, là, puisque j'étais amené ici. Oui. J'ai juste regardé comme ça dans les rues de Paris. Regardez, il faut savoir que l'eau, ce que l'on jette dans la rue, ça va passer donc dans le réseau pluvial. Donc, ça va passer dans les bouches d'égout. Et ça, ce n'est pas traité. Et à la rigueur, il y a des récupérateurs qui sont en plus ou moins mauvais état. J'en vois beaucoup en mauvais état, hélas. Et donc, ce que l'on trouve dans les rues, vous allez le retrouver dans les rivières. Et attention, ce que vous voyez depuis une berge, vous dites, je vois de l'eau, c'est propre. Mais quand vous êtes sur l'eau, vous regardez les berges en dessous avec la végétation. Et je vous garantis que là, c'est très chargé. Donc, en fait, c'est simple. Il suffit de regarder l'état des rues dans un pays. Vous allez savoir ce qu'il y a dans les rivières. Alors, il y a un cours d'eau qui nous intéresse particulièrement. La Seine, forcément, Sonia. Et est-ce qu'on pourra un jour se baigner dans la Seine? Alors ça, c'est le vieux rêve de Jacques Chirac. Et bien, vous allez nous dire qu'il est en passe de se réaliser. Oui, en réalité, on pourrait presque là, déjà, maintenant, se baigner dans la Seine, même si c'est interdit depuis 1923. Les dernières analyses qui ont été réalisées il y a quelques jours sont excellentes, d'après la mairie de Paris. C'est le résultat d'importants travaux d'aménagement qui ont été réalisés ces dernières années en vue des JO de Paris. D'ici l'an prochain, les quelques péniches qui ne sont toujours pas raccordées au réseau d'assainissement le seront, et les épreuves de triathlon et de nage libre pourront se dérouler, nous dit-on, sans aucun problème dans la Seine. Et dès l'année d'après, 2025, tous en maillot, Jean-Mathieu, 3 sites de baignade ouvriront à Paris. Depuis 2017, on peut déjà se baigner chaque été dans le bassin de la Villette, et ça sera possible aussi dès ce week-end. Dans le canal Saint-Martin, est-ce que vous confirmez que la Seine n'a jamais été aussi propre ? C'est pas forcément évident quand on habite Paris et qu'on la voit. Moi, je suis un observateur. Oui, donc je vous dis ce que je vois visuellement. Alors, on peut nager avec des canettes de plastique et ça, c'est avec des déchets, c'est pas un problème. C'est pas pour autant polluant. C'est vrai qu'il y a une pollution visible et une pollution invisible. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, donc je faisais des prélèvements d'eau justement pour ça. Ça se voit pas. Vous prenez une bouteille, vous voyez absolument rien. Après ça, l'eau peut être verte, marron ou même totalement transparente. La Seine est très transparente, je trouve, par rapport à ce que j'ai vu. Donc, en effet, ça, c'est pas pour moi un indicateur. Je parle juste que du visuel. Voilà. Mais vous attendez d'analyser les prélèvements que vous avez faits? J'attends. Alors, ceci dit, je suis pas. En effet, moi, je ne fais que constater, que voir. Voilà. Je ne mettrai pas en doute ce qui a été analysé. Ça, pas du tout.
Guillaume. Et justement, dans ce que vous avez vu pendant votre périple, est-ce qu'il y avait les conséquences de la sécheresse? Est-ce que Oui. c'est notable et visible? Alors, je vais essayer de vous faire ça schématiquement et très simplement. Sur le parcours, je passe en effet plusieurs crêtes, donc j'arrive à des sources. Sur la partie Europe de l'Est, non, ça va, le niveau d'eau est bon. Et arrivé, donc, je passe de la Belgique à la France, donc je remonte la Sambre. Et arrivé en haut de la Sambre, donc je vais après ça arriver à avoir un bassin qui va se partager entre d'un côté vers l'Oise et de l'autre côté vers la Sambre. Donc là, j'arrive à l'endroit, à la source même. Et à cet endroit-là, il manquait déjà 29 cm d'eau, c'est-à-dire qu'ils ont actuellement un niveau, donc mi-juin, c'était équivalent au mois d'août. Donc il y a déjà un problème de sécheresse au départ. Déjà un problème de sécheresse en effet. Alors on a vu tout à l'heure dans votre portrait que vous avez traversé le désert en ULM. Là, Ouais. c'est l'Europe à la rame. Quel est votre prochain projet? Ah ben, il y a encore plein de choses à faire en Europe, hélas. Donc voilà. Après ça, non, il y a plein d'autres projets. Ça peut être aussi bien une exploration quelque part en Amazonie ou autre. Donc non, en fait, la planète est un terrain de jeu, donc allons-y. Vous n'en avez pas un particulier en ce moment sur lequel vous travaillez là? Non, d'abord, je m'occupe déjà d'avoir des résultats et de partager les résultats. Voilà, et donc ces résultats, c'est dans 3 mois, hein, c'est ça? Alors les résultats sont dans 3 mois, l'analyse des résultats, et on fera surtout un événement pour, évidemment, c'est intéressant et c'est bien de parler du parcours, mais c'est bien aussi de dire le résultat de ce que ça a donné mi-janvier. Mi-janvier, on fera ça officiellement. Voilà, pour voir à quoi ressemblait votre périple, on peut aller aussi Oui. sur le site internet, hein, l'Europe à la rame. Oui. On voit, il y a des vidéos, on voit que c'était pas toujours simple en effet avec les écluses, notamment quand vous êtes en Allemagne, entre l'Allemagne et la Hollande. Christophe Gruau, merci beaucoup en De tout rien. cas d'être passé Au ce plaisir. soir par 28 minutes et nous avoir raconté votre périple entre Varsovie et Paris à la rame. Allez, place maintenant à notre débat. Hashtag émeute, hashtag incendie, hashtag tout cramé. Ces derniers jours, les discussions sur les réseaux sociaux ont reflété la violence des nuits de tension qui ont secoué le pays après la mort de Naël. Alors, dès les premiers affrontements entre certains jeunes des quartiers et les forces de l'ordre, le chef de l'État a pointé du doigt le rôle de TikTok, Snapchat et autres concernant la propagation et l'amplification de la violence. Alors est-il possible de réguler davantage les réseaux sociaux? Certains veulent les fermer en cas de violence, mais n'est-ce pas se mettre au niveau des pays non démocratiques? On en débat dans un instant, juste après la mise au point d'Amira Swilem. Pendant les 5 nuits de violence, un front virtuel s'est aussi ouvert.